N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togoli News. Il y a aussi cette information qui circule depuis hier, une information qui précise que la France déconseille le nord du Togo et les lieux de fréquentation des expatriés à Lomé à ses ressortissants. La note qui a été rendue publique par le Quai d'Orsay hier disait que compte tenu de la présence avérée de groupes armés actifs au sud-est du Burkina Faso, les autorités togolaises ont déployé d'importants moyens pour sécuriser leurs frontières septentrionales. Dans ce contexte d'opération militaire, la zone frontalière avec le Burkina Faso est fortement déconseillée. De même que le passage de la frontière à 5 ans. Alors, pour justifier la note, écrit le confrère Télégramme ce matin, la France dit ne pas exclure une attaque terroriste sur le sol togolais. Raison donc pour laquelle elle se voit obligée d'appeler à la vigilance accrue de ses ressortissants et surtout contre la fréquentation des lieux très prisés par les expatriés. On aura forcément l'occasion de revenir sur ce sujet qui est une préoccupation certaine pour nos concitoyens. Nous avons notre deuxième rédaction qui est au téléphone avec nous. C'est la rédaction du bi-hebdomadaire L'Alternative et nous avons Anani Galé au téléphone avec nous. Anani, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoints. Vous parlez aussi des réformes constitutionnelles ce matin, des réformes selon vous qui sont taillées sur mesure. Hein. Le régime se fiche royalement de la diaspora. Évidemment. Et ces dernières années, le gouvernement s'est montré ouvert à la diaspora en mettant en place un programme diaspora au sein du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Et aussi, le gouvernement a multiplié des initiatives par le biais du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, des rencontres comme PP Togo, Forum socio-économique de la diaspora et Réussite Diaspora, pour ne citer que ces initiatives-là. Mais il apparaît clairement que le gouvernement ne s'intéresse qu'aux gains qu'il tire de cette couleur de l'extérieur. Le pouvoir profite à travers ces initiatives pour ripolliner son image auprès de ses partenaires économiques. La diaspora n'a jamais été une préoccupation majeure pour le pouvoir en place. Et pourtant, les transferts d'argent que cette couleur de l'étranger envoie se chiffrent à des milliards chaque année. Et ailleurs, ces contributions de la diaspora sont reconnues au Sénégal, au Mali, au Gabon, pour ne citer que ces pays-là. La diaspora a son mot à dire lorsqu'il s'agit d'élections présidentielles. Leur voix compte. Et c'est pourquoi, bien qu'étant loin de chez eux, ils prennent part au scrutin qui engage leur pays. Mais au Togo, les 2 millions que représentent les Togolais de l'étranger sont écartés. Ils ne prennent pas part au vote et ils sont exclus. Et cela a été toujours comme ça. Et plusieurs fois, les voix se sont élevées pour réclamer le vote de la diaspora. Mais le pouvoir en place a toujours opposé un refus en prétextant des raisons dont lui seul connaît. Et tout récemment, l'opposition réunie au sein de la C14 a fait du vote de la diaspora son cheval de bataille. Et devant la pression populaire, le pouvoir faillit obtempérer. Mais il a suffi qu'ils reprennent du poil de la bête pour remettre au calendrier grec le vote de la diaspora. Et c'est ce qui est donné de constater avec les réformes constitutionnelles qui viennent d'être opérées à l'Assemblée nationale. Nulle part n'a été question dans les textes du vote des Togolais de l'étranger. Et c'est cette analyse que nous faisons ce matin, Eric. Très bien. Écoutez, on lira donc à l'article à la une de votre journal, enfin, je veux dire à la page 3 de votre journal. Autre sujet que vous développez ce matin, c'est un rapport avec les éperviers, les comptes de la CAN et puis à plus il y a les dossiers de détournement des fonds des CAN 2013 et 2017. Ces dossiers sont sur la table du gendarme anticorruption, c'est ça? Oui, Eric.
Le président de la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, APRICIA, M. Yao Essoana, a déclaré que son institution s'intéresse au rapport d'audit et de gestion des points de la participation des éperviers aux phases finales des Cannes 2013 et 2017. Vivement que la APRICIA aille au bout. Mais en attendant, nous rappelons les faits du réseau qui a fait volatiliser plus d'1 milliard du contribuable togolais. Les faits remontent à la CAN Afrique du Sud 2013. Et à l'issue de cette CAN, le cabinet d'audit International Investment Corporation a révélé un coût de 628 968 737 francs CFA dans la gestion des ressources financières. À cela s'ajoute 600 888 116 000 francs CFA dépensés sans pièce justificative lors de la CAN Gabon 2017, soit un total de 1 milliard qui s'est volatilisé. Wow. Et selon les informations, un réseau obscur dont les ramifications s'étendent à la Fédération togolaise de football et au ministère des Sports serait à l'origine de la dilapidation de l'argent public. Et les signes extérieurs qu'affichent les membres du réseau attestent l'utilisation sans pièce comptable de ces fonds qui se chiffrent à plus d'1 milliard de francs CFA. Et parmi eux, le nom d'un ancien Premier ministre est cité. Il avait déclaré à l'époque qu'il verrait à ce que personne ne garde pas devant lui un centime. Ah oui. Aussi, un ex-ministre des Sports est également cité. Et il y a aussi le nom d'un homme d'affaires qui est passé d'un simple vendeur d'articles sportifs à un organisateur de matchs de l'équipe nationale, puis propriétaire d'une société d'équipement sportif. C'est cet homme d'affaires qui aurait fourni des costumes aux éperviers pour la CAN 2017. Des costumes que les éperviers n'ont jamais portés. Et on apprend que depuis que l'institution dirigée par Yao Essoana s'est saisie de l'affaire, une panique Abonnez-vous à Togo News. s'est emparée du réseau qui a dilapidé les fonds de la CAN 2013-2017. Et cependant, nous nous demandons si la APRICIA peut aller au bout de sa mission. Et puisque la plupart des membres du réseau se réclament du parti uni. Et c'est pourquoi nous sommes sceptiques à l'égard de Yao Essoana et son équipe. Et voilà, Eric. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article à la page 7 de votre journal L'Alternative. Et puis la chronique politique du journal, ça on ne va pas le commenter, avec l'interrogation là. Pourquoi les palais du crime s'encombrent-ils de Dieu? Alors pour comprendre naturellement cette chronique-là, il va falloir lire impérativement l'article. C'est à la page, laissez-moi voir, la page 6 de votre journal L'Alternative. Merci beaucoup, Anani Galé. C'est moi qui vous remercie, Eric. Et bonne journée. Bonne journée et bonne émission. Merci beaucoup. Avant notre troisième rédaction, nous rappelons quand même que vous prendrez la parole tout à l'heure et ce matin, ensemble, nous réfléchirons sur les mesures à prendre réellement pour limiter les accidents de la circulation. Il y a eu encore un exemple hier sur la route de Zanguera. Alors, les chiffres que publie très régulièrement le ministère de la Sécurité et de la Protection civile sont quand même graves. Hein. En 2017, on a enregistré 5181 accidents avec 580 décès, 8624 blessés. En 2018, c'est-à-dire l'année dernière, c'est 5814 accidents avec 592 accidents. Alors, on pointe régulièrement du doigt l'excès de vitesse, le non-respect des feux tricolores, le refus de priorité, l'imprudence même des automobilistes, et puis l'état piteux du réseau routier. Alors, comment est-ce qu'il faut faire prendre conscience finalement à nos populations par rapport donc à tous ces faits? Les forces de sécurité jouent-elles aussi efficacement leur rôle? Vous prendrez la parole. Mais avant, c'est le grand citoyen d'État Chakala Alero qui est au téléphone avec nous. Chakala, bonjour. Bonjour, grand citoyen d'État Saint-Eric, et bonjour à toutes les grandes citoyennes d'État et à tous les grands citoyens d'État.
et bonne suite de jeûne du mois de Ramadan à tous mes corréligionnaires. Mais merci beaucoup, merci de nous avoir rejoints surtout. Et puis, spéciale révision constitutionnelle, tout ce qu'il faut savoir, c'est ce que vous nous proposez ce matin. L'article 75, ça craint, mais le mal nécessaire, écrivez-vous. L'article 60, scrutin à 2 tours, 8 aubaines, compteur à 0, jamais lâcher la proie pour l'ombre, c'est ce que vous écrivez. Oui, absolument. Depuis la semaine dernière, cette révision constitutionnelle suscite beaucoup de débats. Bien sûr. Et on y va avec un peu trop de passion que de raison. Ça fait plus de 12-13 ans que nous attendions que ces réformes-là s'opèrent. Entre-temps, vu la configuration de l'Assemblée nationale, on n'y est pas parvenu parce que chacun voulait tirer le drap de son côté. Maintenant que cette Assemblée nationale paraît monocolore, entre griffes, je crois qu'on est allé à l'essentiel. Mais cependant, le débat reste ouvert par rapport à cet article 75 qui voudrait conférer quand même certaines largesses, je dirais même trop de largesses au président de la République, parce que vu la formulation de cet article, le président de la République a comme le quitus à tout faire, en bien comme en mal. Donc, certains ont semblé se lever contre cet article, mais nous estimons que si c'est cet article-là qu'il fallait mettre en place pour que certaines personnes ne craignent pas l'après-séjour au palais, donc il fallait le faire. Donc, les gens ont essayé quand même de mettre ces garde-fous pour que les locataires de la présidence ne s'inquiètent pas de ce qu'il adviendra d'eux après leur séjour au niveau du palais. Mais vous savez, nous sommes des humains, nous sommes faillibles, mais on peut réduire quand même tout ce qu'on causerait comme dégâts si on se réfère à la Constitution, si on prend autrui les compatriotes qu'on gère comme étant ceux-mêmes. Parce que ce que ces chefs de l'État ne voudraient pas qu'on leur fasse et qu'on fasse autant à leur famille, ils ne le feraient pas aux autres de leurs compatriotes au nom de leur charge présidentielle et au nom de certains pouvoirs qu'ils détiendraient. Maintenant, s'agissant de l'article 59, je crois que le mot de scrutin aussi, c'est quand même une ouverture qu'il ne veut pas rejeter. Entre-temps, c'était le scrutin à un seul tour et on disait que les présidents étaient mal élus. Vous avez 15%, il y a une kyrielle de candidats, vous venez en première place et que, bon, vous êtes consacré président. Donc, ça voudrait dire que le président n'avait pas une sérieuse assise. Et aujourd'hui, si au niveau de l'opposition, les gens essaient de peaufiner les bonnes stratégies, de mettre en place ce qui peut créer cette différence. Bon, l'alternance que certains rejettent après 2030 peut avoir le jeu. Donc ça dépendra de comment la classe dirigeante de l'opposition va pouvoir s'y prendre pour faire face au rendez-vous électoral du 20 mai de l'an 2020. Donc tout compte fait, c'est ouvert. Il ne faut pas tout rejeter en bloc. Il y a des ouvertures que, si on cesse de pleurnicher sur certains détails, on pourra créer, disons, pas nous, mais les opposants pourront créer l'événement plus tôt que prévu. D'accord, très bien. Et puis, ça vous amène aussi à revenir sur ce qui s'est passé déjà à la veille du vote à l'Assemblée. Vous parlez de scandaleuses propositions du septennat. Qui a grippé la folle machine, pas comme à Djourouvis? C'est ça votre interrogation, Charles? Oui, c'est une très folle machine, une machine qui était lancée pour créer et causer beaucoup de dégâts. Et je ne sais pas d'où est-ce que l'idée de septennat est venue, comment est-ce que cette idée a pu germer dans la tête de quelqu'un qui a fait quand même son temps dans un pays de grande démocratie qu'est la France. Et je veux parler de Maître Paco Madjouri qui a eu, je dirais, l'indécence de proposer cela. Avec le mandat, le quinquennat déjà, ça faisait quand même des ordres, et maintenant il vient au nom d'un certain zèle proposer encore un septennat. Qui pouvait refuser d'étudier cette proposition? Donc on était allé, mais patatras, quand tout semblait bien lancé, on constate que la machine du septennat du sieur Adrovi s'est grippée. Bon, aujourd'hui, certains essaient
de spéculer autour de ce rétropédalage. Maintenant, qu'est-ce qui a fait au niveau de certains états-majors, notamment de l'UFC? On nous fait comprendre que c'est le chef de file de l'opposition qui a pesé de tout son poids pour que, et au niveau de certains bords, on puisse entendre raison. D'autres estiment que le prélat, Monseigneur Podro, a aussi joué sa carte en appelant le Saint-Siège pour amener le pouvoir actuel à la raison. Donc, d'autres vous diront que au niveau de l'opposition parlementaire, ils ont aussi joué de l'heure pour que cette idée soit rejetée. Mais tout compte fait, c'est que cette idée qui a été rejetée a pu sauver les meubles. Ce septennat a pu ramener une certaine quiétude. Imaginez-vous qu'on ait adopté le septennat. Ça fait 2 ans, 7 ans fois 2, 14 ans quand un président vient. Vous voyez un peu ce que cela peut donner. Quand ailleurs, l'heure est à 4 mandats renouvelables une fois et que au Togo, on est en train de le pousser à 7 ans et que ceux-là qui étaient en mode septennat sont en train de revenir en mode quinquennat. Donc franchement, ça n'aurait pas fait... ça n'aurait pas créé ça n'aurait pas fait du bien à notre démocratie. Donc, je crois que cette idée, on l'a vite abandonnée et M. Paco Madrovi réfléchira par 2 fois avant de faire de telles propositions dans le temps. Alors, parlons des élections locales maintenant, puisque vous en avez parlé, vous la liez un petit peu donc au PNP, le PNP et les locales, la fatale erreur, GCE. Oui, vous savez, on ne va pas se confiner dans ce rejet. Et il faut à un moment accepter, affronter la donne telle qu'elle se présente, même si on estime que tout n'est pas fait prêt pour aller à l'essentiel. En décembre dernier, on avait cru à la bonne foi de la CEDEAO, mais la CEDEAO a floué les acteurs togolais. Mais aujourd'hui, on constate que par rapport à l'organisation de ces locales, il n'y a aucune force extérieure qui est en train de gérer ce processus, un processus en interne. Et on ne peut pas aujourd'hui prétendre d'avoir une organisation qui serait parfaite à 100% dedans. C'est ce que certains leaders, certains partis politiques ont compris et ont décidé d'aller faire face à leur dessein. Maintenant, et quand il y a unanimité pour prendre part à ce scrutin, et ce n'est pas les mêmes notes qu'on observe du côté du Parti national panafricain de Tipi Akadam. Ils ont dit, il faut qu'ils ne prendraient pas part à ce scrutin parce que on a constaté que le parti est quand même décapité de ses forces. Il y a certains qui sont en prison et puis seulement il faut aller parce que quand les taux se resserrent autour de vous, il faut avoir cette hauteur de desserrer la chose autour de soi. Et ces locales-là, si vu quand même l'enracinement du parti et dans le pays, ce parti peut aller et faire bouche. Donc, je crois que ça sera une fatale erreur. Et quand on sait que les 3/4 de la composition du Sénat viendraient des élus locaux, donc vous comprendrez que le PNP est en train de jouer gros. Le vent actuel qui est en train de souffler à son avantage. Mais est-ce que ce vent continuera toujours à souffler dans la même direction que voudra le PNP? Donc, il appartient au reliquat de cadre de ce parti-là de pouvoir comprendre les enjeux et de décider de ce qui paraîtrait bon pour ce parti. Et nous, en tant qu'observateurs, nous estimons que ce qui peut arranger ce parti, c'est de prendre part à ces locales. Sinon, le reste, le parti qui a eu quand même à réveiller le peuple togolais va tout perdre en voulant peut-être en voulant que tout soit parfait avant qu'il ne prenne part à un quelconque scrutin dans le pays. Très bien, mais écoutez, on lira l'article pour comprendre le fond de votre pensée. Vous avez souhaité placer un mot sur la CET, Tchakala. L'Empire CET, c'est 90% d'attestations et de certificats et seulement 10% de diplômes. Kakati, jusqu'au bout, sans discrimination, c'est ça?
Oui, nous avions appris que on est en train de demander à certains agents de fournir les originaux de leur diplôme obtenu. Mais il y a une curiosité au niveau de cette boîte appelée la société, c'est que tous ceux-là, au moins à 90%, tous ceux-là qui ont été engagés là-bas n'ont fait que présenter des certificats ou des attestations provisoires, des choses. Donc, s'il faut prendre la chose ainsi, on comprendrait que ce que les gens ont mis dans leur dossier avant d'être engagés n'est pas du tout clean. Donc, est-ce qu'on voudrait mettre de l'ordre là-dedans? On a vu certains DG passer par là, certains même qui sont ministres qui n'ont présenté dans leur dossier que des certificats provisoires. Donc, si on a senti à un niveau qu'il faut faire le ménage pour que vraiment tout se mette au point et que la lumière se fasse autour des diplômes des certificats que certains ont présentés en lieu et place des diplômes, il faut aller jusqu'au bout. Donc, je crois que ça ne doit pas être sélectif. Il faut que M. Kakati et son directeur des ressources humaines puissent demander la même chose à tous les autres agents. Donc, que ce ne soit pas sélectif, que tout le monde soit pris en compte dans cela et que ceux-là qui sont en train de s'empiffrer en présentant des certificats en lieu et place des diplômes, qu'on puisse les recaser s'ils ne venaient pas présenter les originaux de leur diplôme. Donc c'est quelque chose qu'il faut encourager. On dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc le patron des lieux, le sieur Kakati, donne un exemple et que les autres agents aussi lui emboîteront le pas. Donc, c'est ce que nous avions voulu dire. C'est une opération de salubrité publique parce qu'il faut mettre les gens au pas. Ça peut être trop désordre que toutes les fois qu'on veut dépoussiérer certains dossiers, on ne voit que des certificats provisoires, des attestations provisoires. Qu'en est-il alors des diplômes? Est-ce que ces diplômes-là, les gens les ont effectivement parce qu'on peut passer par des raccourcis pour avoir des certificats. Les universités, on en a plein. Et bon, souvent, des gens parlent de cours par correspondant. Là, encore, il faut vérifier. Donc, on encourage Kakati à aller au bout de sa logique pour qu'on puisse dépoussiérer la sûreté de ces anomalies appelées certificats provisoires ou attestations provisoires. Écoutez, on lira donc tous ces sujets dans votre journal Courrier de la République dans les kiosques ce mardi. Merci beaucoup, Tchakala Alirou. Merci, je suis bon mardi à toutes et à tous et bonne suite d'émission. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée à vous, mon frère. Il y a le journal, le billet hebdomadaire, le dernier avec nous, le billet hebdomadaire L'Union pour la Patrie, avec l'invitation acceptée par le président Faure Gnassingbé. Le Togo rejoint le centre de développement de l'OCDE. Vous lirez l'article dans le journal avec naturellement la photo du président de la République Faure Gnassingbé à la une du journal. On relance les activités de l'association des commissionnaires agréés en douane Charles Gaffin aux manettes pour la redynamisation de l'ACAD, la CAD. Vous lirez l'article à la page 3. Contribution des entreprises minières au développement local et gestion de l'environnement. Un rapport parle des difficultés pour appliquer les lois. Vous lirez les tests dans le journal. Et puis, de ce mardi 14 au jeudi 16 mai, pour des avancées et des innovations dans la filière, le CERSA rassemble 300 experts à la conférence avicole panafricaine à Lomé. Les détails, c'est à découvrir dans le billet hebdomadaire L'Union pour la Patrie. Alors, on récapitule. Pour les journaux qui sont dans les kiosques ce matin, en tout cas pour ceux qui sont avec nous ce mardi, vous avez l'Union pour la Patrie, le billet hebdomadaire, l'autre billet hebdomadaire, l'Alternative, vous avez l'hebdomadaire Courrier de la République, l'hebdomadaire le Médium, le quotidien Liberté et le quotidien Togo Matin. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.